Ravi de vous retrouver ce matin pour cette nouvelle conférence sur la conduite du changement. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? On va utiliser le chat pour ceux qui viennent pour la première fois. Notre capacité d'interaction va se faire par le chat. OK, merci. Alors, d'où est-ce que vous êtes? Moi, ce matin, je suis à côté de Rouen, en Normandie. Bonjour Anne-Cécile, bonjour Barbara. Bonjour Émilie, Bertrand, Gaël, Isabelle à nouveau, Jean-Baptiste, Julien, Karen, Paul, Simon, Sophie, bonjour Vassili, bonjour d'Orléans, moi aussi Vassili, ouais, effectivement. Émilie également, pas mal de quelques Rouennais aujourd'hui. On a eu quelqu'un du Canada une fois. Ok, écoutez, super. Moi, j'aime bien commencer à l'heure. Donc, on va commencer à l'heure et on va finir à l'heure également. Donc, moi, je suis Philippe Bourgeois. Je suis consultant et coach et je suis vraiment spécialisé dans les transformations. Je fais ça maintenant depuis une quinzaine d'années. Je suis ravi de vous partager ce matin un axe qui est sur les 5 étapes pour réussir un projet de changement et qui est vraiment qui va vous donner des clés très opérationnelles, extrêmement pragmatiques sur ce qui est important de ne pas rater. La particularité, en fait, en conduite du changement, c'est qu'on adresse un système et quand un système change, il ne faut surtout pas avoir une méthode ou un angle de vue parce qu'on va voir qu'il y a une complexité qui est quand même relativement importante dans le changement et il faut prendre en compte un certain nombre de facteurs pour pouvoir réussir. Et c'est justement la raison pour laquelle moi je fais ces conférences parce que en fait je me suis pas mal trompé au début, je me trompe encore de temps en temps, ou en tout cas j'ai des phases d'apprentissage qui me permettent d'affiner, de développer une méthode qui soit justement systémique, qui prenne en compte différents axes. Et je vais vous un exemple qui me vient. Alors on va le voir peut-être sur la slide d'après avec l'association que j'ai créée. Et moi, en fait, mon métier tourne autour de ces 3 mots: mobiliser, aligner, structurer. Et ça, c'est en lien avec le système parce que finalement, quand on veut réussir un changement, on a absolument besoin de ces 3 mots. En conduite du changement, on dit il ne suffit pas d'avoir raison. Vous pouvez avoir un super changement qui a plein de sens pour tout le monde. Si les gens n'ont pas envie de faire, ils n'ont pas envie de faire. Et pour arriver à faire en sorte que ce changement, il y a de l'adhésion, de l'engagement et que ça fonctionne, on a besoin donc de mobiliser, de créer une dynamique. On a besoin qu'il y ait un alignement parce que si les gens ne parlent pas tous à peu près de la même manière du changement, ça risque de générer de la résistance. Et puis surtout, on a besoin de s'organiser, de structurer la manière dont on va le faire. Donc, on a besoin d'intervenir à la fois individuellement sur les personnes, on a besoin d'intervenir sur les équipes et puis on a besoin d'intervenir sur l'ensemble de l'organisation. Donc, ça crée quelques complications, ou en tout cas une certaine difficulté. Et donc, en fait, c'est tellement compliqué et difficile que avec un certain nombre de professionnels, on a créé une association qui s'appelle donc Association for Ethical Transformations, qui est sur plusieurs pays. Aujourd'hui, on a 7 pays qui sont représentés. On essaye de poser en fait des principes clés pour que les transformations soient un peu plus éthiques. Et plus éthiques, voilà, vous avez ces piliers. Alors, il y a plein de choses qui sont derrière si ça vous intéresse. Il y a un mini-site et vous pouvez également tout à fait nous rejoindre. Mais vous voyez un aspect, un exemple que je prends souvent parce que moi, je constate que c'est quand même une cause importante de difficulté dans les organisations. C'est l'alignement des personnes à leurs fonctions. Quand on modifie une organisation, on modifie certains postes, la première des choses, c'est de s'assurer que les personnes sont faites pour cette nouvelle fonction. Et moi, j'ai eu plusieurs exemples encore récemment où en fait, ça collait pas. Et en fait, ce qui est important, c'est pas de traiter les symptômes, mais de traiter les causes. Et c'est la responsabilité de l'organisation de faire en sorte qu'il y a une adéquation entre les fonctions et les personnes qui occupent ces fonctions. Voilà, c'est juste pour vous donner un exemple. Et donc, le challenge, et j'avais envie de commencer par ça, c'est d'abord et avant tout d'installer une dynamique de changement,
c'est important, il faut qu'il y ait cette petite étincelle qui apparaisse au début d'un projet, qui donne envie aux gens de faire, et puis de maintenir en vie cette étincelle. Et c'est d'autant plus difficile que finalement, à la fois, il y a beaucoup de changements, et quelles que soient les entreprises, maintenant, les cycles sont de plus en plus courts, on a besoin d'aller de plus en plus vite dans les changements. Et puis, en plus, sur certaines organisations, il peut y avoir des contextes de croissance. Donc, quand il y a plein de projets et de la croissance, là, j'interviens aujourd'hui pour installer Microsoft 365 dans une ETI de 3000 personnes. Il y a un niveau de saturation et d'exigence opérationnelle qui est extrêmement importante. Et donc, ça rajoute une difficulté et c'est des éléments qui sont importants à prendre en compte. Et parfois, ça peut amener justement à prioriser les projets de manière à ce qu'il y ait une capacité d'intégration qui soit réaliste. Alors, on va commencer par un premier constat, alors qui serait une porte ouverte pour beaucoup d'entre vous, mais c'est quand même important de partir de là à chaque fois. Et puis, de manière très concrète, j'aborderai 5 aspects, 5 étapes qui sont pour moi essentielles et qui sont vraiment le fruit de l'expérience, hein. Donc, c'est pas du tout théorique. Moi, je suis pas du tout un théoricien. Je suis vraiment un homme de terrain. Et tout ce que vous allez voir, c'est parce que j'ai appliqué, j'ai observé, et puis au fur et à mesure, j'ai ajusté en fonction de l'expérience que j'avais avec mes clients. N'hésitez pas à poser vos questions, hein, sur le chat. Je jette un œil et je tâcherai de répondre au fur et à mesure. Alors, un constat en fait principal, et je ferai que ce constat-là. Je pense qu'un certain nombre de personnes ici doivent être déjà sensibilisées à ce sujet, mais 70% des projets de transformation échouent. Alors, soit totalement, soit partiellement, hein. Je ne suis pas en train de dire que c'est un échec total, mais il y a des dépassements budgétaires, ou alors il y a une adoption qui est pas complète. Parfois, c'est les deux. Et dans certains cas, et ça, c'est une catastrophe, c'est carrément un échec. Et ça, c'est très embêtant parce que quand il y a un échec projet, non seulement on n'a pas le retour sur investissement et donc il y a une perte d'énergie et d'investissement, mais surtout, ça crée un historique négatif. Et ça, c'est très mauvais parce que quand on veut faire un nouveau changement et que le précédent s'est mal passé, évidemment, la première réaction des collaborateurs, c'est de dire « Ah ouais, mais attends, tu as vu comment c'est passé la dernière fois, laisse tomber ce projet ». Donc ça, c'est très compliqué. C'est vraiment un risque, une très, très grande vigilance à avoir. L'échec a un impact, en fait, pendant des années. Moi, j'ai eu à maintes reprises des collaborateurs, quand je faisais des analyses d'impact, qui me disaient « Ah ouais, mais attends, vous ne pouvez pas savoir, il y a ce projet-là, il s'est super mal passé. » Et je demande « Mais c'était il y a combien de temps ?»« Ah, c'était il y a 10 ans. » Donc, ça va vraiment rester vraiment dans l'historique de l'entreprise quand il y a un échec, et j'ai vu souvent d'ailleurs pour des CRM. Alors, une question. Vu de votre fenêtre, avec votre expérience, chez vous, c'est quoi les principales causes d'échec que vous observez dans votre entreprise ou que vous avez pu observer ces dernières années chez vos clients si vous êtes consultant? Manque de communication, non-adhésion au projet, le partage des objectifs. Alors là, on arrive sur le point de l'alignement que j'évoquais tout à l'heure. Manque de communication claire, résistance au changement, manque d'adhésion, pas prise en compte des demandes, manque de sponsorship. Ah, excellent, manque de sponsorship. C'est la première cause d'échec des projets. Première cause d'échec, le manque de sponsorship. Manque d'adhésion, pas de prise en compte des demandes. Ok, non-alignement du management, ça c'est un super point. Le non-alignement du management, pour tout vous dire, je pense que je l'ai dans 100% des situations. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas d'accord, mais vous voyez là sur le projet que j'accompagne en ce moment, j'ai eu plusieurs échanges avec des exécutifs, et en fait, les arguments et le wording qu'ils utilisent n'est pas le même pour parler du projet. Et ça c'est un problème.
L'honnêteté sur les efforts à venir, hein, effectivement, c'est très important d'être réaliste par rapport à l'effort qui va être demandé. Pourquoi on change? Très bien. Pourquoi on change? Et c'est vrai qu'on a, Karen, on a tendance à avoir surtout un focus sur comment les choses vont se passer et ce qu'il va falloir faire. Et le pourquoi, trop souvent, il passe un petit peu à la trappe. Et pourtant, le pourquoi, c'est absolument essentiel. Et il faut le dire, le redire et le re-redire. Impliquer les personnes dans la création du cahier des charges, essentiel. Alors ça, c'est une dimension projet. Et effectivement, si on veut que ça se passe correctement, la voix du client, elle est essentielle à prendre en compte. Donc, doit faire partie intégrante de la démarche projet. Manque de prise en compte des besoins du terrain, parfois aussi ambition trop grande. Ça, c'est un très, très, très bon point. Et alors ça, c'est vraiment à traiter par l'équipe projet, d'être vraiment aligné sur les objectifs, les indicateurs et que ce soit réaliste par rapport à la capacité. Non prise en compte des processus métiers, OK. Résistance au changement, c'était mieux hier, hein, effectivement, que ça. Qu'est-ce qu'on l'entend? C'était mieux hier. Moyens pas à la hauteur des ambitions. Alors ça, c'est un très bon point, effectivement, Gaël. On a beaucoup de projets. Moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. On dit, oh, les objectifs, c'est ça, 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 voilà ce qu'on va faire. Et puis, quand on commence à parler des moyens, eh ben, il n'y en a pas, ou en tout cas, il n'y en a pas assez. Manque de leadership de la part du chef de projet et N+1 pas soutenant. Alors ça, c'est intéressant, Julie. Effectivement, le chef de projet a un rôle important. Là, même si c'est plutôt le sponsor du projet qui a pour rôle de porter la voix du projet dans l'organisation, mais il y a besoin quand même effectivement de leadership à l'intérieur du projet. Manque de vision stratégique pour le projet de changement. Intégration de l'IA, ça c'est un super sujet. Pas de vision long terme et de planning échéance moyen terme. OK. Donc, plein de causes, en fait. Et là, on touche un petit peu du doigt ce que je vous disais tout à l'heure. Avec les changements, on est vraiment sur quelque chose de systémique. Donc, on va avoir besoin d'adresser plusieurs angles. Et on va en parcourir quelques-uns. On va en parcourir 5. Et je vais vous faire des recommandations très concrètes. Le premier point, c'est ce que j'appelle l'histoire du changement. Donc, je le mentionnais, hein, dans 100% des contextes sur lesquels j'ai travaillé, il n'y avait pas une histoire du changement. Alors, il y avait, si je demandais une belle slide avec l'histoire, je l'avais, hein, ça, il n'y avait pas de souci. Mais si je regarde toutes les communications qui sont faites sur un projet, en fait, je ne retrouve pas systématiquement les mêmes éléments. Et surtout, quand je parle surtout aux exécutifs, en fait, je n'entends pas les mêmes éléments. Et donc, ce qui est essentiel, c'est que tout le monde parle avec la même voix. Et donc, quel est le pourquoi de ce changement? Pourquoi on a besoin de le faire maintenant? Qu'est-ce que cela coûterait de ne pas faire? C'est des questions essentielles. Et qu'est-ce que cela coûterait de ne pas faire? C'est une question que je pose souvent en fait pour embarquer les équipes. Voilà, on a ce projet. Donc, on nous donne des éléments sur le projet. Et à votre avis, qu'est-ce que ça coûterait si on ne le faisait pas? Eh bien, les gens prennent conscience de l'importance de faire, justement, quand on pose cette question. Et donc, en toile de fond, dans cette histoire du changement, moi, ce que je recommande, c'est vraiment d'avoir 3 éléments de réponse sur ces questions. Évidemment, en lien avec la stratégie, le pourquoi ne peut que être en lien avec la stratégie. Si ce n'est pas le cas, il n'y a pas d'alignement, on fait du silotage, on a des projets les uns à côté des autres. Le pourquoi commence à la stratégie, et évidemment, la stratégie est en lien avec le marché. Et je vois énormément d'organisations, finalement, avec des tas de projets qui ont du sens d'un point de vue opérationnel, mais très insuffisamment liés à la stratégie d'entreprise. Bon, là, je fais une petite parenthèse. Je fais souvent travailler les organisations sur ce qu'on appelle les must-win battles, les batailles remportées par rapport à cette stratégie. Quelles sont les batailles qu'on a besoin de remporter? Et là, c'est une fois qu'on a un codir qui est aligné sur ces batailles à remporter, on peut dérouler les priorités projet et puis les priorités de développement de produits. Mais ça, c'est vraiment un travail important à faire et c'est vraiment à faire par le codir. Et donc, la deuxième reco, c'est vraiment
d'avoir un alignement des cadres, à commencer par les exécutifs, sur cette histoire du changement, de manière à ce que les collaborateurs entendent toujours les mêmes éléments. C'est-à-dire qu'il y a 3 raisons pour lesquelles on met le projet, petit 1, petit 2, petit 3, et que le wording soit le même. Et en fait, plus il y a cette résonance qui est entendue par les collaborateurs, et ben, plus facile sera l'adhésion. Oui, alors, Simon, il est parfois difficile d'expliquer les raisons du changement. Quoi ne pas faire, urgence à faire dans les projets de SI. Je dirais oui et non. Je suis à la fois d'accord et pas d'accord parce que sur certains sujets opérationnels, ça peut être un must-have, c'est-à-dire qu'on a besoin de faire ça, mais parce qu'on a finalement une feuille de route globale qui est quand même d'atteindre un objectif précis. Et si on n'est pas capable de dire pourquoi on a besoin de mettre en œuvre ce projet, et un pourquoi qui est clair, eh ben, ça ne peut pas marcher. Si on veut de l'adhésion, il faut pouvoir donner du sens. Et le sens, il y a toujours moyen de le clarifier, en fait. Et c'est ce qui fait d'ailleurs la différence entre un projet et un programme. On peut avoir un programme avec 10 ou 20 projets. Je vous donne un exemple. On veut développer l'agilité dans l'organisation. Voilà, ça peut être un programme, ça ne peut pas être un projet. Je ne parle pas de l'agilité avec un grand A, la méthode agile. Mais l'agilité, on veut que les collaborateurs soient plus agiles. Eh ben, on peut avoir un projet qui va mettre en place justement la méthode agile dans certains départements pour lesquels ça a du sens. On peut avoir un programme de formation pour les managers pour les aider à améliorer leur gestion du temps et puis leur capacité managériale. On peut avoir un autre projet qui va améliorer les outils qu'ils utilisent et qui vont leur permettre d'être plus agiles. Et voilà, donc au service de l'agilité de ce programme, on peut avoir plein de projets, dont peut-être un ou deux programmes très techniques qui, vus juste individuellement, n'ont pas un sens qui est évident, mais par contre qui vont amener une technique spécifique sur le programme. Donc le sens est absolument clé. Que faire quand les cadres ne s'alignent pas dans le discours de changement, Paul? Eh bien, on a un problème. On a un problème. Alors, ce qui me vient, en fait, c'est qu'on a, dans la communication, dans les échanges, il y a toujours 3 niveaux. Il y a le sens, le processus et le contenu. Et ce qui est important, c'est quand on a une difficulté, c'est de remonter d'un cran. Donc, si les cadres ne s'alignent pas sur le discours du changement, c'est, j'imagine, qu'ils ne sont pas alignés sur le pourquoi. Donc, il faut vraiment remonter en haut, se dire, mais finalement, pourquoi on fait ça? Et identifier les différences de perception, d'opinion éventuellement, et à la fin, quand même, qu'il y ait un arbitrage et un alignement sur ce pourquoi, parce que sinon, c'est la porte ouverte à la résistance. Et surtout, là, c'est des cas de figure où on va retrouver une entreprise qui fonctionne en silo. Et il y a pas mal d'organisations où le marketing est de son côté, le RH est de son côté. Finalement, ils font chacun leur projet, parfois des projets transversaux, mais il n'y a pas un codir qui porte l'ensemble des projets. Or, normalement, un codir qui fonctionne bien, chaque membre du codir est co-responsable de l'ensemble des projets, qu'ils soient ou pas sur leur métier. Et c'est ça qui fait vraiment la puissance d'un codir. Moi, j'ai travaillé sur une transfo pour 2500 personnes l'année dernière dans l'alimentaire. Et la première chose qu'on a faite avec le codir, c'était définir ces batailles à remporter. Et ça a été un travail, ça nous a pris 2 mois et demi. Et à partir de ces batailles à remporter, on a pu décliner absolument tous les projets en disant, voilà, donc, quel est le lien de ce projet avec les batailles à remporter? Et tout ce qui sortait de ces batailles à remporter, on disait, attends, non, si ça ne rentre pas dans le cadre, c'est que ce n'est pas prioritaire. Et ça peut être un travail un peu compliqué parce que dans les changements, on se le dit entre nous, hein, mais parfois les plus résistants, c'est au niveau du comité de direction. Alors,
Le deuxième élément que je voulais vous partager, c'est le besoin de structurer. Il ne peut pas y avoir d'efficacité sans structuration. Et structurer ne veut pas dire être rigide, mais à un moment donné, c'est essentiel d'avoir un cadre de fonctionnement et puis d'avoir une méthode. Et donc, c'est essentiel que vous ayez des standards. Sans standards, vous pouvez difficilement capitaliser sur ce que vous faites et vous ne pouvez pas non plus avoir de langage commun. Donc, définissez un standard projet. Sur cette transfo l'année dernière dans l'alimentaire, je suis arrivé donc, pour 2500 personnes, il n'y avait pas de standard projet. Il n'y a pas de standard projet. Je dis, vous faites comment Ben voilà, ils sont formés, c'est bien, mais il n'y avait pas d'homogénéité dans les choses, dans les choses étaient gérées. Et ben donc, une des premières choses que j'ai faites, je les ai mis autour de la table, et je les ai fait bâtir en fait leur standard à partir de ce qu'ils faisaient déjà, parce qu'il ne s'agit pas de réinventer la roue, mais à partir des éléments existants, du savoir-faire qu'il y a dans l'organisation, de se dire, bah, OK, bah, on définit, voilà, maintenant ce sera ce standard, et puis évidemment, on fait de l'amélioration continue pour améliorer ce standard. Donc c'est valable sur le projet et c'est valable sur la conduite du changement. Donc moi, j'ai un standard et j'ai une méthodo et une certification projet et une conduite du changement. Donc évidemment, elle est très bien, vous en doutez. En tout cas, elle est très pragmatique, c'est très très pragmatique. Mais après, vous en avez plein d'autres. Donc l'objet, la finalité, c'est pas nécessairement de prendre la mienne, mais c'est que vous ayez un standard. Sans standard, c'est difficile d'avoir une vraie efficacité et puis surtout une capitalisation et une coopération entre les services. Et puis, très important, il faut structurer, mais ce qui est important, c'est de ne pas avoir une usine à gaz. Parce que vous prenez des méthodos, prenez PMI, Prince2, c'est des super méthodos, mais c'est un peu lourd, quoi. C'est un peu lourd en termes de méthodos. Donc, vous avez plein de projets, ou plein de petits projets, vous allez demander à un tel ou un tel de gérer un projet, et vous n'allez pas former quelqu'un 15 jours, parce que certaines formations projets, c'est vraiment long. Hein. Donc, quand c'est un projet, c'est SAP, ben là, ça a vraiment du sens. Mais sur des petits projets, il n'y a pas besoin. Donc, vous pouvez aussi segmenter vos approches et vous dire, bah, tiens, sur telle taille de projet, voilà notre standard. Sur telle taille de projet, voilà tel standard. Sur telle taille de projet, voilà tel standard. Donc, il faut faire les choses de manière utile. Hein. Donc, pas d'usine à gaz, un framework, et puis on utilise ce qu'on a besoin d'utiliser en fonction des enjeux du projet. Et deuxième, voilà, un cadre flexible, on l'adapte. On l'adapte. Ça, moi, j'ai des exemples très fréquents où bah, j'ai un chef de projet qui aime dire, bah, tiens, ah ouais, par rapport à ce projet, qu'est-ce que je dois utiliser? Et ma question, c'est OK. Et par rapport aux enjeux et au niveau de risque, qu'est-ce qui est utile? Qu'est-ce que tu penses être utile pour mener ton projet? Je rappelle que structurer un projet, c'est pour répondre à un besoin de réduction de risque. Et parfois, un projet n'est pas nécessairement lié au montant investi. Vous avez des projets, j'en avais eu dans l'alimentaire par exemple, où ils avaient des dépenses de plusieurs centaines de milliers d'euros, mais ce n'était pas un projet parce que le risque était extrêmement faible. Et à l'inverse, vous pouvez avoir parfois un investissement qui est faible. Je vais vous prendre un des risques les plus importants moi, que je connaisse, c'est le CRM. Le CRM qui amène des changements de comportement ou des besoins de changement de comportement très importants, qui ne sont pas toujours des investissements importants, mais alors qu'on a un impact colossal. Et là, qu'il faut vraiment gérer en projet parce qu'il y a de la complexité technique. Et puis surtout, il y a une très, très grosse complexité sur le change. Voilà. Donc, segmentez vos approches selon la taille des projets, donc sur les besoins opérationnels, et puis un cadre flexible. Installer un sponsorship efficace. Je l'ai mentionné tout à l'heure. Le sponsorship, c'est la première cause d'échec des projets depuis des dizaines d'années. Tout à l'heure, une personne parlait du leadership du chef de projet. C'est important, en tout cas idéalement, que le chef de projet
il est du leadership pour son équipe, mais il n'a pas besoin d'avoir du leadership pour l'ensemble de l'organisation parce que ça n'est pas au chef de projet de porter le projet dans l'entreprise. C'est au sponsor de le faire. Et par sponsor, on entend un exécutif ou les exécutifs, ceux qui sont en haut de la pyramide ou de l'organigramme. Pourquoi? Parce que finalement, il y a deux interlocuteurs qui sont privilégiés quand les collaborateurs entendent parler de changement. En fait, ils vont être sensibles au fait d'entendre un exécutif. Et, si c'est un exécutif qui parle, c'est important. Voilà. Et c'est ce qu'on veut quand on parle de changement. On veut que les gens se disent c'est important, donc j'écoute. Et donc, on va faire parler le ou les sponsors, parce que sur des organisations un peu importantes, on va en utiliser plusieurs pour porter la voix de ce changement. Et puis le deuxième interlocuteur de prédilection qu'on va écouter avec attention, eh ben, c'est son propre manager. C'est le N+1. Et les managers, dans beaucoup de changements, sont un peu oubliés. Il y a plein de changements où je vois dans la pratique, quand un changement est annoncé, il l'annonce à tout le monde en même temps, sans aucunement préparer les managers. Or, le manager est une courroie de transmission absolument essentielle. Alors, donc je reviens sur mon sponsor. Donc, aligner les sponsors sur ce que signifie un sponsorship efficace. Donc, sponsorship, ce n'est pas que décider de ce qu'on va faire sur le projet en donnant les moyens au projet de le faire, mais c'est surtout aussi beaucoup porter la voix du projet dans l'entreprise. Et moi, je ne l'ai jamais entendu ou vu ailleurs, donc j'ai trouvé ce terme, moi, pour le change avec le sponsor, c'est de faire office de directeur de cabinet, le change manager, ou chef de projet, quand le chef de projet fait les deux, projet et change, eh ben, doit être le directeur de cabinet du sponsor et lui dire, bah, tiens, à tel moment, je vais te demander d'envoyer ce mail-là pour annoncer le changement ou pour donner des news sur là où on en est, pour communiquer sur un succès, ou je vais te demander de lire ou en tout cas de communiquer telle info à tel événement, parce que c'est important d'utiliser l'oralité et puis l'écrit. Donc voilà, et plus on prépare les éléments pour le sponsor, plus il est content, parce qu'il a souvent une hauteur de vue qui fait que si vous lui mâchez pas le boulot, eh ben, il va mal le faire. Et là, je vous parlais d'échecs, on apprend de ces échecs. Ça m'est arrivé une fois, c'était mon premier échec sur ce sujet-là. Et mon dernier, en fait, parce que ça m'a tellement marqué, j'avais 20 managers, une bonne vingtaine de managers dans l'équipe. Donc, j'avais demandé au sponsor d'introduire l'atelier. Mais je ne lui ai pas donné des points clairs. Je ne lui ai pas dit, tiens, voilà ce qu'ils ont besoin d'entendre. Et bien, il a pris 20 minutes et il a parlé de tout, sauf du projet. Donc, j'ai ramé derrière pendant 20 minutes, en fait, pour redonner du sens et revenir sur notre sujet. Donc, vraiment, il faut absolument mâcher le boulot des sponsors pour que ce qu'ils disent soit efficace et vraiment aligné sur le besoin du projet. Et il n'y a vraiment pas de reproche à faire aux sponsors de ne pas être en mesure de le faire parce qu'ils ne sont pas du tout à la même hauteur de vue, ils ne sont pas sur un champ opérationnel. Donc, c'est normal qu'ils ne sachent pas exactement quoi dire. Ils n'ont pas la vision qu'on va voir, nous, au niveau du projet. Et alors, une question intéressante. À quel niveau est-ce que vous voyez, vous, la qualité du sponsorship dans votre organisation? De 1 à 10. 6, 8, waouh! Ah, vous avez de la chance! Ah, 8, ça commence à être bon. Hein. Bon, 5, c'est un peu plus compliqué. Moi, ce que j'observe, en fait, c'est que le niveau de sponsorship, en général, il est, dans la grande majorité, il est en dessous de 5. Tout simplement parce que les sponsors, ils ont pas conscience, en fait, de l'importance de leur rôle. Ils n'ont pas conscience que s'ils ne jouent pas leur rôle de sponsorship, eh ben, ça met en difficulté le projet
j'ai énormément de contexte et je le vois souvent en formation dans mes certifications. J'ai des change managers qui me racontent ce qu'ils ont vécu et qui me disent: «Ah ouais, j'avais un problème avec le sponsor, donc j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci» et en fait, hem, heu, c'est de l'épuisement, parce qu'avec un déficit de sponsorship, vouloir compenser en étant, en mettant de la suractivité, en fait, ça ne peut pas compenser parce qu'un change manager ou un chef de projet ne peut pas compenser l'absence de sponsor. C'est juste pas possible. Donc, ce qui est important, et je parle souvent dans mes formations et dans mes interventions de posture haute et posture basse. La posture haute qui est de dire voilà ce qu'il faut faire, et la posture basse, c'est de savoir un petit peu confronter sur qu'est-ce qu'on veut. Et avec un sponsor qui n'est pas engagé, la bonne question, c'est pas comment est-ce que moi je vais pouvoir compenser, mais c'est plutôt monsieur le sponsor ou madame le sponsor, la sponsor, euh, voilà, est-ce que ce projet est important pour vous? Est-ce que vous voulez vraiment réussir ce projet? Et si la réponse est oui, ça, bah, écoutez, je vais vous expliquer ce qu'il va falloir faire si vous voulez que ça marche. Mais ce n'est pas au change manager de porter le poids du sponsorship. Ça ne fonctionne pas. Et effectivement, un management très visible par les sponsors. Je suis sur les commentaires en même temps. Alors, le quatrième point, c'est sur l'analyse des parties prenantes. Euh, dans l'immobilier, on parle de l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Et moi, en change, je dis c'est la préparation, la préparation, la préparation. Sinon, on fait du damage control. Donc, la préparation, elle est vraiment fondamentale. C'est quels sont mes enjeux et comment on va s'y prendre. Et il y a notamment l'analyse des parties prenantes. Qu'est-ce qu'on appelle les parties prenantes? En fait, les parties prenantes, c'est les personnes qui gravitent directement sur le projet et les personnes ou les groupes qui peuvent avoir un impact significatif sur le projet. Et ça comprend, par exemple, des leaders d'opinion. Ça peut être des leaders d'opinion. Parfois, dans une organisation, vous avez une assistante, même un ouvrier, et qui ne va pas nécessairement être syndiqué, mais il est écouté par tout le monde. Voilà, il a du charisme et quand il dit quelque chose, tout le monde l'écoute. Et ben voilà, c'est ce que je vais appeler un leader d'opinion. Et ben, on va faire cette analyse des différentes parties prenantes, exécutives, personnes qui ont de l'influence sur l'organisation, de manière à identifier où est-ce qu'on peut avoir des difficultés et surtout sur qui et comment on va s'appuyer pour porter ce changement et puis accompagner les équipes. Je mentionne également que sur un certain nombre de projets, les fournisseurs et les clients peuvent être des parties prenantes. Vous avez des projets, notamment si vous avez un intranet, voilà, vous créez un intranet ou vous faites évoluer votre intranet, et ben, il peut impacter les fournisseurs et les clients. Voilà, donc identifier les points d'appui et les risques majeurs. Alors nous, on utilise dans notre approche, on a un outil très précis qui permet d'être assez factuel. Faire de la conduite du changement, c'est pas faire un petit peu de com et puis dire que c'est super et danser tous ensemble pour que ça se passe bien. Il y a une analyse très, très pragmatique. En fait, je dis souvent que le change management, en fait, c'est du bon sens structuré. C'est du bon sens structuré parce qu'on va utiliser des outils vraiment précis, pragmatiques pour dire, bah, tiens, voilà, on a tel risque ici et ce risque, on l'a identifié parce que ça, parce que ça, parce que ça, parce que ça. Voilà. Et donc là, je reviens sur le point de la méthodo et du standard dont je parlais tout à l'heure. Le cinquième point, il est fondamental, absolument fondamental. Et là, je vais le mettre un petit peu en lien avec la posture. En fait, quand j'ai commencé à travailler en marketing, le directeur marketing m'a appris un truc: parle du principe que tu ne sais pas.
Voilà. Et ça, je l'ai vraiment gardé en tête parce que c'est essentiel d'appliquer cette règle en conduite du changement, en fait. Même si on est dans l'entreprise depuis 5 ans, 10 ans, c'est important de partir du principe qu'on ne sait pas et d'aller vérifier, 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 questionner et puis s'ouvrir parce que à la seconde où on croit qu'on sait, eh ben, on arrête d'écouter. Et si on arrête d'écouter, eh ben, on n'est plus en lien avec les besoins du terrain. Évidemment, le changement se passe mal. Donc, il faut en permanence s'appuyer. Alors, il y a différentes modalités possibles. Il y a les managers, évidemment. Il y a les RH, ce qu'on va appeler des ambassadeurs. Si là, sur mon projet, là, sur Microsoft 365, on crée un réseau d'ambassadeurs qui vont être un peu des champions et puis accompagner les équipes sur le terrain pour installer ce nouveau fonctionnement. Et c'est très important d'avoir en permanence descente et remontée d'informations pour vraiment être plus proche de ce qui se passe réellement sur le terrain. Et si on n'a pas structuré des processus spécifiques pour avoir des remontées terrain, le risque, c'est de se dire, c'est de piloter à l'aveuglette, en fait, se dire, ça va bien alors que ça ne va pas du tout. Donc ça, c'est vraiment, vraiment fondamental. Et donc, en permanence, donc moi, je produis toujours un plan de conduite du changement, une fois qu'on a fait l'analyse. Et ce qui est essentiel, c'est de faire des itérations. C'est-à-dire, tiens, là, il s'est passé ça. Ça, on ne l'avait pas imaginé comme ça, mais compte tenu de cet élément, il faut ajuster ça, il faut ajuster ça, refaire une com supplémentaire ou modifier celle-ci. Et cette intelligence de situation en permanence, qui est vraiment pour le coup une posture basse, de se dire, tiens, OK, qu'est-ce qui se passe et donc, en permanence, cette capacité d'adaptation, c'est vraiment ce qui fait la puissance de la conduite du changement. Hein. Ce n'est pas la méthode qui amène la puissance, c'est la conjugaison de la méthode et de la posture. Voilà, en conclusion, réussir un projet de transfo, c'est à la fois des aspects qui sont rationnels et puis beaucoup, 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 beaucoup d'intelligence de situation. Et ce qui me vient aussi, c'est que vous avez parfois des contextes compliqués à l'intérieur du projet, où vous avez des contextes de difficulté avec un ou des exécutifs. Hein, tiens, l'idéal serait de faire comme ça, mais compte tenu de ce qui est en train de se passer ici, quelle alternative on va trouver. Et parfois, on n'a pas le contexte idéal, mais on sait qu'il vaut mieux faire un détour pour pouvoir gagner du temps ou gagner de l'efficacité. Donc, pour faire du change, il ne faut pas avoir trop d'ego, hein, parce que s'il y a beaucoup d'ego, ça ne marche pas. Et donc, l'enjeu, c'est vraiment d'avoir de la rigueur, de la rigueur, de la rigueur. Ça, je le répète très souvent. Et je parle d'exigence aussi quand je démarre un plan de transfo. Je dis, il faut être exigeant. Si on n'est pas exigeant sur la manière de faire, et surtout, ça ne veut absolument pas dire rigidité. Mais par exemple, moi, je ne démarre jamais sans avoir vérifié le cadre du projet. Si je fais que du change, moi, je fais que du change, je vais vérifier que le cadrage du projet, il a été correctement fait. Sur la dernière mission sur laquelle j'étais, j'ai mis en rouge sur mon document, j'ai mis où sont les KPI. Il n'y avait pas de KPI sur le projet. Voilà. Donc, c'est juste qu'on ne peut pas réussir le change si le projet est mal cadré ou mal piloté. Donc, il y a besoin d'avoir cette rigueur, de vérifier les choses et puis d'avoir évidemment cette exigence pour soi-même. Voilà, donc beaucoup de rigueur, mais à la fois beaucoup d'agilité, d'adaptabilité quand il s'agit de mettre en œuvre et de savoir se dire, tiens, non, ça finalement, on ne va pas pouvoir le faire comme ça, on va s'y prendre autrement. Voilà, prochaine étape. Alors en fait, il y a pas mal des besoins en formation peuvent être assez différents en fonction de votre contexte spécifique. Ça peut être pour vous pour un petit projet, ça peut être pour vous pour un gros projet, ça peut être pour votre équipe, ça peut être pour des sponsors. Donc moi, j'ai une dizaine de formations en fait différentes selon le besoin.
Donc j'ai une certification en Change, une certification en projet, mais j'ai aussi des formations plus courtes sur une journée, en individuel, en collectif. Si vous avez envie d'avancer un peu sur ce sujet, alors la certification en Change, c'est Acertare. Alors je vous mettrai je vais envoyer le replay. Je vous mettrai le lien avec mon site allscene.fr. Vous pouvez retrouver cette certification. Il y a quelques formations dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout d'échanger sur c'est quoi votre contexte, qu'est-ce que vous voulez faire, pourquoi. Hein, je commence toujours par le pourquoi. Et puis, je pourrais vous dire à ce moment-là, moi, ce qui me paraît pertinent pour vous ou pour votre environnement. Alors là, évidemment, vous ne pouvez pas cliquer sur la slide, mais vous aurez ce lien dans le replay que je vais envoyer. Voilà, la prochaine conf, ce sera sur la gestion des résistances pour Serial Transfo. C'est un sujet extrêmement récurrent parce que même quand un projet est passionnant, super intéressant et bénéficiaire pour tout le monde, et ben, il y a quand même de la résistance parce que la résistance fait partie de l'être humain. On a besoin, en fait, de résister un petit peu parce que c'est aussi pour se préserver, parce qu'on a besoin d'habitude. Hein, l'être humain a vraiment besoin d'habitude. Donc, c'est normal de résister et vous verrez sur cette conf, j'explique vraiment, j'invite à changer de regard sur la résistance parce que la résistance est vraiment une information clé à prendre en compte si on veut réussir un projet. Ignorer la résistance, c'est un peu comme ignorer une objection quand on fait du commerce. Et ignorer une objection, c'est l'échec assuré en vente. Enfin, ignorer la résistance en change, c'est pareil. C'est aller au-devant d'un échec. Oui, alors effectivement, il peut y avoir des questions et des frustrations. Donc, dans certains cas, c'est juste des questions. Dans d'autres, c'est de la résistance. On verra aussi qu'il y a des formes de résistance tout à fait différentes. Il est 9h42, je suis on time. Et ben, j'ai regardé, a priori, j'ai répondu aux questions au fur et à mesure. Donc, s'il n'y a plus de questions, eh bien, écoutez, je vous souhaite une super journée, un super week-end, et puis au plaisir d'échanger avec vous. Moi, j'aime bien rentrer sur vos contextes et puis interagir un petit peu, parce que c'est un peu frustrant de ne pas pouvoir vous entendre. Donc, belle journée, bon week-end, et puis à très bientôt.